bodies were all in a row in heavy brush behind an unoccupied farmhouse along US 41 near Lake Village, Indiana. Ça a changé depuis 1983. Si on se fie à ça, les corps devaient être par là. Ok, alors commençons par là. Les 4 victimes retrouvées près de cette ferme ont été assassinées par Larry Eyler, le tueur des autoroutes, entre mars et juillet 1983. Police say Larry Eyler was a serial killer with at least 24 victims, maybe as many as 50. Il les tuait dans la grange, puis il les emmenait ici. 1, 2, 3, et... C'est le numéro 4 ? C'est la victime numéro 4. 2 de ces jeunes hommes n'ont pas pu être identifiés à l'époque. Et quand j'ai pris ce poste de coroner, j'ai retrouvé 2 boîtes étiquetées victime 3 et victime 4. C'étaient les enfants de quelqu'un. On sait qui les a tués. A convicted killer has confessed to 21 murders in Illinois and Indiana. On sait comment il les a tués. Dans un accès de rage, il les poignardait entre 20 et 30 fois. Pourquoi on ne connaît pas leur identité? Pour moi, tout a commencé il y a bien longtemps, en 2008, quand j'ai été nommé coroner du comté de Newton. C'est un comté tranquille, coupé en 2 par la route 41 qui mène à Chicago, à 120 km plus au nord. Le fait que l'endroit soit un peu isolé doit plaire à un tueur en série. Et c'est ce qui m'a valu le choc de ma vie quand je suis entré pour la première fois dans mon nouveau bureau. J'y ai découvert 2 boîtes qui ressemblaient beaucoup à celle-ci, là. Je les ai soulevées, c'était pas très lourd. Je les ai secouées un peu, et le bruit que ça a fait avait de quoi vous faire dresser les cheveux sur la tête. Je les ai ouvertes, et j'y ai découvert des restes osseux. Ça m'a mis en colère. Le fait qu'il soit dans une boîte et que plus personne n'ait l'air de s'en soucier. J'étais tellement en colère que je me suis senti investi d'une mission, celle de remédier à ça. Je leur ai donné des noms, Adam et Brad, parce qu'un nom permettait de les humaniser. On ne peut pas oublier un humain. On a fait imprimer des flyers. Avec ma fille, on en a placardé dans toutes les villes, dans un rayon d'une centaine de kilomètres minimum. Partout où on pouvait le faire. Enfin. Après 7 ans de recherche, Scott organise des obsèques et place les restes de ces jeunes hommes dans le mausolée local. Je commençais à perdre espoir. Mais je n'ai jamais baissé les bras. Remains found at a farm in Newton County have been identified as a victim of a late serial killer. Puis, une technique d'identification génétique révolutionnaire offre enfin une piste à Scott. The coroner worked with the non-profit called DNA Doe Project to find relatives who were a genetic match. Le DNA Doe Project prélève de l'ADN sur les ossements de Brad et le télécharge sur une base de données en ligne pour retrouver sa famille. Chacune de ces affaires compte, mais ça nous paraissait particulièrement important d'aider Scott à retrouver la famille de ces jeunes hommes. The coroner identified the victim as John Brandenburg Jr. He had been known as Brad Doe since 1983. Quand on a rapporté ses ossements chez lui, sa mère m'a pris dans ses bras et ce qu'elle m'a dit restera gravé en moi à jamais. Elle m'a dit « J'ai attendu 37 ans et demi que John rentre à la maison et vous me l'avez enfin ramené. » C'est ce qui fait que ce travail est crucial. Mais je sais qu'il y a une autre famille quelque part qui attend encore son fils.
Je dois retrouver la famille d'Adam. Je dois la retrouver et le ramener chez lui. L'équipe qui a découvert l'identité de Brad se concentre à présent sur Adam. Bénévoles pour la plupart, ces généalogistes ont été choisis pour leur talent d'enquêteur. Je travaillais au sein des services de police du comté de Miami-Dade. Je suis tombée amoureuse de l'histoire généalogique de ma famille. Et je me suis dit, je peux rendre service avec ça. Je peux le faire pas seulement pour moi et ma famille, mais aussi pour pouvoir aider d'autres gens. Dans la vie, je suis procureure générale adjointe. J'ai des enfants, et en tant que parent, je n'ose imaginer ce qu'on doit ressentir quand on ne sait pas ce qu'il est arrivé à son enfant. Bonjour, vous allez bien? Bravo d'avoir identifié la victime de Larry Heiler que Scott cherchait. Le voilà, c'est Johnny. Incroyable. Mais Adam est beaucoup plus difficile à identifier. On va faire appel à Kelly pour voir ce qu'elle en pense. Notre mission consiste à récupérer autant d'ADN humain que possible sur l'échantillon. Mais avec un échantillon comme celui d'Adam, c'est un parcours du combattant. Bonjour Kelly. Bonjour Kelly. Bonjour tout le monde, ça va? La grosse difficulté avec Adam, c'est la contamination de ses ossements par des bactéries contenues dans la terre ou l'eau de l'environnement. On a analysé une dent et un os d'orteil, et dans les deux cas, seulement 5% de l'ADN retrouvé était humain. Ce qui signifie qu'environ 95% de cet ADN provenait de micro-organismes. Voilà pourquoi ce cas nous donne autant de fil à retordre. Donc, c'est l'impasse. Kelly, est-ce que de ton côté, tu peux faire quoi que ce soit d'autre? Oui, il y a bien une technique qu'on a déjà utilisée au laboratoire, mais jamais dans le but d'identifier une victime. Elle est assez complexe et requiert beaucoup de travail. Pour résumer, on va essayer d'éliminer tout l'ADN non humain de l'échantillon. C'est pas gagné, mais je crois qu'on n'a rien à perdre. Quand j'ai rencontré Scott, une des premières choses dont il m'a parlé, ce sont ses affaires sur lesquelles il travaillait. La passion qui l'animait m'a beaucoup séduite. On forme une bonne équipe. Heidi a été mon adjointe pendant 1 an et demi. Et puis je me suis dit, ça fonctionne bien entre nous. Alors je l'ai épousée. Merci chérie. Je t'en prie. Adam est mort si jeune. Ouais. Mais c'est comme si personne n'avait cherché à le retrouver. On s'attendrait à ce que quelqu'un le cherche. Je sais que quelqu'un le cherche. Au fond de moi, je sais qu'il est recherché. En essayant d'identifier Adam, Scott a passé des années à faire des recherches sur les victimes de Larry Heiler. Je suis tombé sur un livre intitulé « Libéré pour tuer » de Geraldine Kolaric. J'ai contacté cette autrice. Elle m'a raconté les détails de cette histoire sordide. Au début des années 80, j'étais journaliste pour le compte d'une chaîne de télévision de Chicago. Je savais qu'il y avait eu 10 meurtres dans l'Indiana, et pas moins de 5 dans l'Illinois. Je constatais beaucoup de similarités. Des jeunes hommes tués à coups de couteau, dont le corps était ensuite abandonné dans des zones boisées. La question que je me posais, c'était pourquoi on avait autant de mal à les identifier. Larry Heiler était surnommé le tueur des autoroutes. Il partait en quête de jeunes hommes à qui il proposait de l'argent. Il les faisait monter dans sa voiture, il leur donnait un somnifère dans une boisson et il roulait 150 km. Puis, dans un accès de rage et de fantasme, il les poignardait entre 20 et 30 fois. Il prenait les papiers d'identité de ses victimes et il les jetait par la fenêtre de sa voiture pour éviter qu'elles soient identifiées. Il s'agissait du frère ou du fils de quelqu'un, mais c'était impossible de les identifier faute de technologie adaptée.
a tenté une technique de laboratoire beaucoup plus complexe. On a répété le processus plusieurs fois pour pouvoir récupérer le maximum de molécules d'ADN humain possible sur l'échantillon. On a lu près d'1 milliard de séquences d'ADN. Et on a ainsi pu passer d'environ 5% d'ADN humain à près de 80%. Waouh, c'est énorme. Ça peut vraiment faire la différence dans cette affaire qui était au point mort. L'équipe peut désormais télécharger l'ADN d'Adam sur une base de données en ligne où des millions de gens cherchent à retracer l'histoire de leur famille. Cette base de données retrouvera toutes les personnes partageant de l'ADN avec Adam. Plus le pourcentage d'ADN partagé est élevé, plus il s'agit d'un parent proche. La compatibilité maximale sur cette base de données est de 50%. Il s'agirait alors potentiellement d'un parent, d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur. Autour de 25%, ce peut être un oncle ou une tante. Et ensuite, ça dégringole. Adam n'a aucun parent proche dans la base de données. C'est très souvent le cas lorsque la personne à identifier est afro-américaine, parce qu'il y a moins d'Afro-Américains qui téléchargent leur ADN sur la base de données. L'individu le plus compatible ne pourrait être que le cousin au second degré d'Adam et aurait donc les mêmes arrière-grands-parents. À présent, l'équipe doit remonter sur 3 générations pour trouver le chemin qui les mènera à Adam. La seule méthode possible consiste à faire des recherches sur chaque génération dans les archives publiques, afin de reconstituer un énorme arbre généalogique. Il est très possible qu'on doive se pencher sur des centaines de membres de la famille avant de pouvoir découvrir comment cet individu est lié à Adam. L'équipe se sert souvent du lieu de résidence pour mieux cibler ses recherches. Voyons un peu... Mais Larry Heiler s'en prenait à des hommes dans 2 états différents. Impossible donc de déterminer où la famille d'Adam pourrait se trouver. Si seulement on pouvait parler à Larry Heiler pour essayer d'obtenir des réponses, des détails. Un indice. Larry Heiler a fini par être arrêté après avoir tué sans relâche pendant près de 2 ans. Il est décédé 10 ans plus tard en prison, dans le couloir de la mort. Mais au cours de ces dernières années, son avocate l'a convaincu de révéler comment il avait réussi à échapper à la justice pendant aussi longtemps. I have spent hundreds of hours with Mr. Heiler. He was one of the most skilled, kind men that I've ever met. I'm simply going to tell you what he told me in the last 3.5 years. Heiler cherchait des gens qui se trouvaient dans la rue et que personne, selon lui, ne chercherait s'ils venaient à disparaître. Certaines de ses victimes étaient gays, d'autres non. Mais Heiler savait que la police ne donnerait pas la priorité à une affaire de meurtre homosexuel. Une fois qu'il les avait tués, il baissait leurs pantalons pour faire croire qu'il s'agissait d'une sorte d'agression sexuelle gay. Pour qu'on se dise « Oh, encore un meurtre d'homosexuel ». Après avoir gagné sa confiance, Kathleen l'a convaincu de partager des informations cruciales. I will distribute names and a written statement in Larry Heiler's writing confessing to 21 murders. Je vais essayer de la retrouver. Les aveux d'Heiler ont confirmé l'identité de nombre de ses victimes. Il n'a pas pu donner le nom des autres, mais l'une de ses déclarations fait clairement allusion à Adam. La voilà. Je sous-signais Larry Heiler avoue le meurtre d'un homme noir non identifié, âgé d'environ 20 ans, mi-juillet 1983, près d'une ferme abandonnée, du côté de Lake Village, dans l'Indiana. J'ai commencé à rouler vers le nord, sur la route 63 puis 41. J'ai vu un type noir qui faisait du stop. Intéressant. Adam se trouvait sur la route 41.
au sud du comté de Newton, et il se dirigeait vers le nord, vers Chicago. Donc, si Adam faisait du stop dans cette direction, on peut raisonnablement se dire qu'il voulait aller en direction de Chicago. Peut-être même qu'il cherchait à rentrer chez lui. Donc, si on trouvait des membres de sa famille à Chicago, ce serait capital. Le problème, c'est que tous les ancêtres qu'on lui retrouve sont dans l'Arkansas. Arkansas, il n'y a que ça. D'après le registre des décès, une certaine Lula Maxey était partie s'installer à Chicago. Née dans l'Arkansas en 1897, elle a déménagé dans les années 40. C'est très prometteur. Lula et son mari, Sam, pourraient être les arrière-grands-parents d'Adam. Mais ont-ils un descendant de sexe masculin né dans les années 60 porté disparu? Lula et Sam ont eu 6 enfants. On va devoir s'intéresser à chacun d'entre eux, un par un, et prendre en compte chacun de ses descendants, et chaque descendant de ce descendant. Après enquête, il s'avère qu'Adam n'est pas le descendant de 4 des 6 enfants de Lula et Sam. Ce qui nous laisse 2 branches potentielles à suivre. L'un d'eux ne peut être trouvé dans aucune archive postérieure à 1950. Alors l'équipe se concentre. Ils ont eu 3 filles. Sur la dernière branche. Sur les 3 filles, seule une réside à Chicago et à l'âge adéquat. Figurez-vous qu'on a peut-être trouvé la mère d'Adam. Janelle a trouvé la trace d'une femme qui pourrait bien être la mère d'Adam, mais qui n'aurait jamais été avertie de son décès. Janelle doit donc rester prudente et collaborer avec Scott, le coroner. Alors, tu commences ou je me lance? Vas-y, lance-toi. D'accord, j'y vais. On a passé en revue différents membres de la famille et descendants potentiels, et on pense que cette personne pourrait bien être la mère d'Adam. Je vois. Est-ce qu'elle vit à Chicago? Oui. Allô? Vous êtes? Ici Janelle Daniels du DNA Project. Je suis avec Scott McCord, le coroner du comté de Newton. Le bureau du coroner cherche à identifier un jeune homme dont le corps a été retrouvé il y a très longtemps pour le ramener à sa famille et à sa communauté. Peut-être connaissez-vous quelqu'un dont le fils devait arriver à Chicago ou vivait à Chicago et qui avait entre 15 et 21 ans en 1983? Non. Je ne crois pas que quiconque dans notre famille ait été porté disparu. Je vois. Je comprends. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre. Je vous en prie. Merci, madame. Merci, au revoir. Au revoir. Au cours des 14 années pendant lesquelles j'ai cherché Adam, j'ai vécu ça plusieurs fois. On voit la lumière au bout du tunnel, et quand on s'apprête à l'atteindre, tout redevient noir. Ça fait l'effet d'une gifle. Retour à la case départ. Qui est-ce qui nous manque? Il ne reste plus qu'une seule possibilité. La branche de la famille de Sam et Lula, pour laquelle l'équipe n'a pas pu retrouver d'archives après 1950. Je dois me rappeler que ça fait partie du processus.
Il faut prendre du recul et examiner les autres outils à disposition. On ne sait jamais ce qu'on peut trouver de nouveau. Les gens qui font des recherches sur leur famille postent souvent leur arbre généalogique sur Internet. Je pense qu'on a déjà étudié ces arbres-là. Bon. Et de nouveaux arbres sont postés en permanence. L'arbre de la famille El Amin. Tariq El Amin? Qui est ce Tariq El Amin? Son arbre généalogique remonte à Sam Maxi, Lula Long. Ces individus sont également liés. Bien. Ce que je pense avoir trouvé là, c'est la branche de la famille qui a disparu des archives. Et la raison pour laquelle on ne pouvait pas les retrouver, c'est qu'ils ont changé de nom. Alonzo Smith est devenu Tariq El Amin. C'est un nom musulman. Il est donc très possible qu'ils aient changé de nom pour des motifs religieux. C'est son fils, Tariq Jr., qui a posté l'arbre généalogique révélant le changement de nom. Et il réside à Chicago. C'est super. Bonne nouvelle. J'ai hâte de le dire à Scott demain. C'est son numéro de portable? Ok. Je vais l'appeler et on verra ce qu'il en dit. Oui, Tariq à l'appareil. Bonjour Tariq, ici Scott McCord, le coroner du comté de Newton, dans l'Indiana. Comment allez-vous? Bien, merci et vous? Très bien. Je vous appelle aujourd'hui avec Janelle, qui fait partie de l'association DNA Do Project. Il y a très longtemps, on a retrouvé les ossements d'un jeune homme dans ce comté. Et il semblerait que vous puissiez potentiellement être un descendant ou un parent de ce jeune homme. Alors, oui, en effet, j'ai un cousin plus âgé que moi qui a disparu. Dans les années 80. Début des années 80. C'est vrai? Ouais. Je vais lui parler. Bien, je vous passe Janelle. Bonjour Tariq, comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien, merci. Notre équipe a mené des recherches sur la famille dont vous êtes un descendant. Il s'agit de Sam Maxi et Lula Long. Est-ce que ces noms vous sont familiers? Oui, ce sont mes arrière-grands-parents paternels. Je voudrais savoir si vous seriez disposé à nous rencontrer afin qu'on puisse vous montrer ce qu'on a trouvé, dans l'espoir d'identifier cet homme. Oui, je vous rencontrerai avec grand plaisir. Merci, monsieur. Parfait, merci. Merci à vous. Ça, c'est un grand oui. Wow. Alors ça, c'est quelque chose. Oui. Oui, c'est génial. Est-ce que je peux pleurer, là? C'est prometteur. Une nouvelle journée commence, pleine de promesses. Direction Chicago. Après toutes ces années, on va peut-être enfin rencontrer la famille d'Adam. J'espère qu'il pourra nous donner le nom d'un frère ou d'une sœur, parce que j'ai apporté des formulaires de consentement et des écouvillons pour les prélèvements. J'aimerais tellement que ce soit lui. Mais j'appréhende aussi de causer un choc pareil à la famille. C'est jamais facile d'annoncer la mort d'un être cher à une famille. Mais c'est encore pire quand celui-ci a été brutalement assassiné. Tariq El Amin, Scott McCord. Enchanté. De même. Et qui est ce jeune homme? Ikra Bismillah. Enchanté. Enchanté, monsieur. Bonjour. Merci à vous de nous recevoir. Ah, c'est normal. On va sauter dans une machine à remonter le temps. En 1983, un jeune homme a été assassiné dans le comté de Newton, où j'habite. Et il se trouve que ce jeune homme a un lien de parenté avec vous. Et il y a forcément une famille qui le cherche. Tout à fait. Ikra est mon cousin et ce jeune homme, c'était sans doute son frère. Vous êtes le frère? Je suis né en 1980, j'avais 3 ans. Donc cette victime pourrait être votre frère? Oui. Oui. Il avait disparu? Oui. Oui.
J'avais 3 ans, donc je m'en souviens pas très bien. Mais j'en ai beaucoup entendu parler, et tout a l'air de coller. L'époque à laquelle ça s'est passé, l'âge qu'il avait à ce moment-là, tout semble correspondre. Ouais. Maman, viens voir ce portrait robot. Ses yeux. Les yeux et les sourcils ressemblent beaucoup aux siens. Ouais, les yeux surtout. Ouais. Il s'agit d'un jeune homme afro-américain âgé entre 15 et 18 ans. En termes de taille, on l'a estimé à 1,80 m. Oncle Cam, il faisait quelle taille, Kaif? Il devait faire dans les 1m75, 1m80. Vous avez sa date de naissance? La date de naissance? 28 juin 1967. 28 juin 1967. C'est tellement incroyable. Et maintenant qu'on a potentiellement le frère, s'il nous autorise à prélever un échantillon d'ADN, on peut l'envoyer au labo de la police scientifique et le comparer à ce qu'on a. Je ferai ce qu'il faut. Je vais faire 2 prélèvements. C'est sans douleur. C'est bon. Super. Est-ce que vous avez réussi, après toutes ces années, à déterminer la cause du décès? Oui. Vous pouvez nous le dire? Il a été poignardé à mort. Il a été victime d'un certain Larry Eiler. Comment vous dites? Larry Eiler. Larry Eiler. E-Y-L-E-R. Il a été condamné et il est mort en prison. T'as trouvé sa photo? Vous l'avez cherché? Vous l'avez vu? Non, fais voir. Horrible. Il a l'air vraiment horrible. Fais voir. On fera des recherches sur lui. C'est dur à encaisser. En effet. Bon, je pense qu'on ressent tous cette certitude en nous. Mais attendons les résultats du test. C'est quand même pas souvent qu'on tombe sur une famille dans laquelle tout le monde est d'accord pour dire que ce jeune homme avait 17 ans quand il a disparu et qu'il mesurait environ 1,80 m. Ça, c'est quand même rare. Ouais. Et c'était en 83. Oui. Alors, bon, on est sûr à 99%, mais tant qu'on n'a pas ce dernier pourcent, on retient notre souffle. Je suis vraiment navrée pour votre frère disparu. Désolée que votre famille ait dû vivre dans l'incertitude pendant si longtemps. Merci. Merci à vous. C'était mon fils aîné. Il est né le 28 juin 1967. Il avait environ 15 ans. Dans ces eaux-là. Il commençait à se dire qu'il était en train de devenir un homme. Alors il voulait aller explorer le monde tout seul, découvrir certaines choses par lui-même. Je me souviens de Kaif comme d'un frère qui cherchait toujours à me protéger. Il avait 1 an de plus que moi. C'était le genre de frère qui fait en sorte qu'il n'arrive rien à sa fratrie. Il nous emmenait en bus, même si je ne suis pas sûre qu'on avait le droit de prendre le bus tout seul. Mais il nous emmenait et on allait dans plein d'endroits différents de Chicago. Et pendant ces sorties, il me tenait la main et on se baladait tous ensemble. Et un grand frère protecteur, c'était vraiment ça. Mes parents se sont engagés au sein d'une communauté religieuse très stricte. Ils se sont tournés vers l'islam quand j'avais 7 ans et mon frère 8. C'était strict. On mangeait, dormait, vivait selon ses règles. Mon frère et moi, on n'était pas prêts pour ça. Alors je comprends tout à fait qu'il ait voulu partir. Je crois qu'il avait envie de découvrir le monde par ses propres moyens. Il n'était pas prêt. Il pensait l'être.
Il fuguait. Souvent. On ne s'inquiétait pas trop, parce que c'était son truc. Il partait de la maison et il finissait par rentrer. Kaïf est sans doute chez Tante Riri, ou chez Mamie, ou chez Tante Poudine. Il quittait la maison. Furieux contre moi. Au bout de 2 ou 3 mois, ma mère a commencé à être vraiment inquiète. Parce que personne de la famille ne l'avait vu. Alors, elle a contacté les autorités pour signaler sa disparition. Je crois que la police n'a été d'aucune aide. Je crois que les autorités n'ont même pas... C'était juste un gamin noir de plus qui avait disparu. J'ai toujours voulu m'accrocher à l'espoir que mon fils était en vie quelque part. J'espérais qu'il revienne pour que sa mère le sache, pour la soulager de cette angoisse. Pour qu'elle n'ait plus à s'inquiéter pour son fils, pour son petit garçon. Je m'étais simplement dit qu'il rentrerait à la maison quand il se sentirait prêt. Ma mère nous a quittés il y a un peu plus de 10 ans. Et Kaïf va être enterré dans le même cimetière qu'elle. C'est très important pour nous. Elle va vraiment pouvoir reposer en paix à présent. On voudrait profiter de ce moment pour partager des souvenirs, des moments marquants, pour rendre hommage à sa vie. Je m'appelle Kian. Kaïf était mon grand frère. Il avait 3 ans de plus que moi et il comptait beaucoup pour moi. Je suis content qu'il ait retrouvé notre famille et que les questions qu'on se posait depuis tant d'années aient pu obtenir des réponses. Maintenant, on sait qu'il ne nous a pas quittés, on nous l'a arrachés. Alors, maintenant, je sais qu'il nous aimait et qu'on l'aime aussi. Merci. Cet homme ici présent a travaillé sans relâche et n'a jamais baissé les bras pour retrouver la famille de Kaïf pendant tout ce temps. Alors, je voudrais que tout le monde applaudisse cet homme pour le remercier. C'est plus juste Scott, c'est notre cousin Scott maintenant, hein? J'ai dû annoncer à des familles la mort d'un être cher. Un nombre incalculable de fois. Mais j'avais jamais encore eu une telle réaction. Le travail fourni par le DNA Do Project, par Janelle et toute l'équipe dont elle fait partie, qui permet de redonner leur dignité aux victimes en leur rendant leur nom, leur identité, c'est énorme. Ça nous permet de faire enfin notre deuil. Et ce, 40 ans après, c'est un miracle, c'est miraculeux. Aujourd'hui, on a pu réunir toutes les générations de neveux et nièces de Kaïf. S'ils sont tous là, c'est parce qu'on a enfin pu savoir où il était. Il y a une forme de joie qui émerge de cette tristesse. La raison pour laquelle mon fils est mort, c'est douloureux, c'est affreux. Mais
C'est un soulagement de savoir que l'amour que j'ai toujours ressenti à son égard n'était pas vain, car lui aussi, il nous aimait.